Notre CA ce soir avec Claire Bolduc et Christiane Bergevin. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Bonsoir, Christiane. Bonsoir. Alors, je vous pose la question, Christiane, d'abord, pour ou contre une loi spéciale pour que le conflit cesse au port de Montréal? Pour et pour encore. J'aurais souhaité déjà l'an dernier qu'il y ait une loi spéciale, que le gouvernement y songe. Il y a eu les grèves rotatives, ça a fait beaucoup de mal à notre économie. Et quand on y pense, on ne peut pas mettre toute l'économie en otage. Alors, l'intention du gouvernement de faire une loi, c'est d'abord et avant tout d'appuyer l'économie, d'appuyer nos chaînes d'approvisionnement. Vous savez, il y a 450 000 tonnes de pièces d'auto et de sièges, de mousse de sièges d'auto qui arrivent au port de Montréal. Alors, c'est pas l'économie du pays, l'économie du secteur de l'auto. Peut-être que le véhicule que vous deviez acheter, Gérald, ouais, qui est dans ce lot-là. Puis, nos débardeurs sont très bien payés, 120 140 000 par an, une semaine de 30 heures, des revenus garantis, même quand il n'y a pas de bateau. Et il n'y a pas de meilleures conditions au pays, que ce soit à Halifax, que ce soit à Vancouver. Alors, absolument pour qu'on mette de l'ordre. Et vous, Claire Bolduc, loi spéciale ou pas loi spéciale, pour ou contre? La loi spéciale, c'est rarement une bonne stratégie, mais dans ce contexte-là, la grève, à ce moment-ci, c'est la pire mauvaise idée au pire moment pour la faire. Alors oui, tout à fait pour une loi spéciale. Tout à fait pour. On a parlé de l'impact que ça a sur les entreprises, sur l'approvisionnement. On parle, c'est stratégique. Le port de Montréal, ça couvre tout l'Est du Canada, ça couvre une partie de l'Ontario en biens, en services, en matières premières, en intrants pour les entreprises, même pour les hôpitaux. Alors oui, la loi spéciale. Et c'est actuellement, cette grève-là arrive au pire moment dans le... C'est la plus mauvaise idée au pire moment. Mais c'est un droit. C'est un droit pour les travailleurs de faire la grève. C'est pas la première fois qu'ils le font. C'est pas la première fois en retour qu'on utilise au gouvernement la loi spéciale. Est-ce que les travailleurs ont perdu leur rapport de force? Comment on peut négocier avec un médiateur ou un conciliateur dans les circonstances, Christiane, quand il y a une loi spéciale là, qui va tomber? Bien, est-ce que ça change le rapport de force, la loi spéciale? Je dirais que non, mais ça donne certainement une meilleure toile de fond pour, idéalement, faciliter un rapprochement. Après tout, je crois que l'Association des entreprises maritimes veut et est disposée à discuter d'une solution gagnante. Alors, donc, on a le choix, s'entendre ou devoir forcer l'application de la loi. Puis le type de convention collective qu'on a ici, 400 pages de convention collective, des points nombreux, peut-être que c'est compliqué, dans le fond, beaucoup trop compliqué pour la situation qu'on a. Oui. Claire? En fait, la loi spéciale vient rééquilibrer les forces puisque le syndicat utilise la situation actuelle, la nécessité d'être agile et d'être effectif dans le travail comme poids. Alors, la loi spéciale fait contrepoids. Maintenant, on a l'impression d'être face à des enfants rois dans cette situation-là. Vous parlez des travailleurs? Là, je dis... Non, je ne dis pas que le travailleur ou l'employeur est le pire. Je dis qu'ils sont campés dans des positions. On a l'impression d'être face à des enfants rois, des enfants gâtés qui ne veulent rien céder. C'est nécessaire qu'ils s'entendent. C'est absolument requis qu'ils soient à la même table et qu'ils conviennent d'une entente. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que la réputation du port de Montréal est en jeu, Christiane, face au commerce étranger et extérieur? Bien, oui, je vous entendais tantôt parler que ça impactait l'Est du Canada, mais vous savez, ce matin, dans les publications spécialisées maritimes à travers le monde, la première nouvelle, c'était grève au port de Montréal. Les grandes compagnies, il y en a 3 à Montréal, MSC, Hapag-Lloyd et Maersk. Ils n'ont pas le choix de commencer déjà à penser où est-ce qu'ils pourraient envoyer leur prochain bateau parce qu'il y a des chaînes d'approvisionnement à servir. Donc, oui, c'est pas beau. C'est pas beau d'avoir une situation comme ça à Montréal, surtout qu'on en a eu plus souvent à travers les années au port de Montréal que dans tous les ports canadiens. On peut se demander pourquoi. Bon, alors, est-ce que je vous amène sur l'autre sujet? Claire, aviez-vous d'autres choses à ajouter ou je vous amène sur le sujet de l'ouverture des frontières? Ah, d'accord. D'accord, OK. Parfait. Je vous amène sur l'ouverture des frontières parce que les Européens ont annoncé en fin de semaine, Ursula von der Leyen, qui est la commissaire européenne, dit on va ouvrir aux Américains vaccinés, totalement vaccinés,
nos frontières pour qu'ils viennent justement faire du tourisme chez nous. Ils sont bienvenus. Et moi, je me demande, quand est-ce qu'on va dire ça au Canada? Est-ce qu'on devrait commencer à penser, à planifier ce genre de choses? Claire? En fait, quand je regarde, c'est une pandémie mondiale au niveau de la planète. Alors, il faut réfléchir globalement, pas petit secteur par petit secteur. Tant et aussi longtemps que tous les pays n'auront pas eu accès à des vaccins pour l'ensemble de la population, je pense que réouvrir les frontières et le faire strictement, le faire pour le tourisme particulièrement, ça m'apparaît un peu secondaire par rapport aux enjeux que cause la pandémie. C'est pourtant des milliers d'emplois, c'est des milliers d'entrepreneurs. C'est vrai, mais en même temps, est-ce que c'est un besoin essentiel de voyager pour du tourisme? Est-ce qu'on peut faire du tourisme autrement, plus localement? Est-ce qu'on peut apprécier les endroits comme on le fait l'année dernière au Québec? Je pense que oui, le secteur touristique est mis à mal. Est-ce que ça doit être la raison pour laquelle on réouvre les frontières très rapidement? Quand on voit avec quelle facilité les variants se promènent, se développent, se propagent, la vaccination n'est pas un gage de non-propagation. Alors, moi, je regarde les États-Unis, 42 de vaccination première dose. Je regarde l'Europe, 20 Je regarde le Canada, 29 le Québec, 33 Alors, aidez-moi, Christiane, entre notre situation où on s'inquiète des variants puis on ferme les frontières entre les provinces et la situation européenne où on dit, on voudrait bien accueillir les Américains cet été. Écoutez, quand on aura multiplié par 2 le taux de vaccination, peut-être qu'on pourra avoir cette conversation-là puis que ça sera plus facile, et je pense tout à fait comme Claire à ce sujet-là. Mais les Américains seront vaccinés plus tard au mois de juin. On va avoir des taux semblables aux Américains un petit peu plus tard cet été, de toute façon. Oui, mais on aura vu à ce moment-là quel sera l'impact du nouveau variant de l'Inde. On aura vu aussi est-ce que nos hospitalisations diminueront. Vous savez, quand il y a 25 000 hospitalisations encore par jour en France, c'est pas rien. Moi, je pense au personnel du secteur hospitalier qui est à bout. Je pense à la situation qu'on vient de vivre à Toronto, en Ontario. Et je pense que le système a besoin de sentir qu'il y a un appui pour des gens qui ont été des héros depuis des mois à essayer de nous guérir. Le passeport vaccinal, dans ces circonstances, je vous amène sur l'idée du passeport vaccinal, que ce soit un certificat papier, que ce soit le carnet de vaccination, une application dans le téléphone intelligent pour voyager, par exemple. Est-ce que les gens qui sont bien vaccinés, Claire, par exemple, pourraient se promener avec leur passeport vaccinal et entrer partout, se balader comme ils le veulent pour aller, par exemple, aux États-Unis ou en Europe? On crée encore des populations à 2 ou 3 vitesses et c'est ça qui est dommage. Le passeport vaccinal, ça dit que la personne qui se promène a été vaccinée. Ça ne dit pas qu'elle ne peut pas propager la maladie, elle ne peut pas être porteur elle-même. Elle sera protégée d'incidences graves de la maladie ou voire d'incidences mortelles. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne promène pas la maladie ailleurs. Le passeport vaccinal, pour moi, c'est essentiellement pour des questions de travail ou de raisons humanitaires de déplacement. Sinon, on oublie ça. C'est encore une mesure à 2 vitesses pour des populations. C'est inégal, c'est inéquitable. Christiane? Moi, je suis peut-être un peu plus nuancée. Je pense que, pas juste pour le monde des affaires, je pense aux conseils d'administration qui ne se sont pas rencontrés depuis une année et demie. Il y a quand même un exercice de gouvernance à faire. Alors, je crois que c'est une bonne idée. Ceci étant dit, je partage le point de vue de Claire que le système à 2 vitesses, ça ne me semble pas acceptable, mais c'est un bon outil à implanter pour les gens qui doivent voyager. Bon, bien, chers membres du CA, merci beaucoup. Vous étiez absolument intéressante, comme d'habitude. Je vous dis à lundi prochain. Merci. Bonsoir. Merci, bonne semaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.